Pour des centaines de soldats nord-coréens, l'engagement dans la lutte contre l'Ukraine n'a pas été aussi illustratif qu'il aurait dû l'être. Pour la plupart d'entre eux, ce voyage a probablement été une chance unique. Il s'agissait d'un moyen d'échapper à l'autorité oppressive de leur gouvernement, à la pauvreté écrasante et à la faim implacable. Ils considéraient l'envoi en formation en Russie comme un moyen de conquérir la liberté et même comme une opportunité de découvrir la vie en dehors de leur société limitée. Au lieu de cela, ils ont connu l'horreur pure et simple. Ils sont déjà utilisés comme chair à canon pour la machine militaire du président russe Vladimir Poutine. Deux jeunes soldats nord-coréens inexpérimentés et totalement interchangeables ont été directement déployés sur les fronts les plus meurtriers, si bien que leur pays d'origine apparaît comme un paradis, quelle que soit la misère de la vie qui s'y déroulait. Pour beaucoup, un sac mortuaire est le seul moyen de transport entre la Russie et leur pays. Leur vie est en jeu parce que le chef d'État nord-coréen Kim Jong-un a conclu un pacte avec le diable. Mais de combien de vies humaines parle-t-on ici? L'estimation actuelle se situe entre 10 000 et 12 000 militaires nord-coréens. Ces soldats, qui faisaient partie de la première vague, ont déjà été envoyés sur le front de la Russie, en tant que premier pays à déployer des soldats réguliers en nombre considérable aux côtés de l'une des principales parties au conflit dans cette guerre, en l'occurrence la Russie. Leur présence signifie une escalade considérable du conflit. Selon le Pentagone et l'OTAN, ces forces se composent d'environ 500 officiers, de 3 généraux et de quelques unités spéciales nord-coréennes. Ces troupes d'élite faisaient partie du corps des troupes d'assaut de l'armée populaire de Corée, également connu sous le nom de 11 corps. Selon les rapports, les membres du corps des troupes d'assaut reçoivent une meilleure formation, un meilleur équipement et une meilleure nourriture que les autres soldats nord-coréens. Mais cela n'a que peu d'importance en Russie, car en Russie, tout est contre eux. Tout d'abord, la plus évidente, la barrière de la langue. La communication entre les forces armées russes et nord-coréennes est totalement rompue. Selon les rapports, il n'y a qu'un interprète pour 30 soldats, ce qui rend la coopération extrêmement difficile. Imaginez que vous êtes coincé dans le feu de l'action, que vous essayez de comprendre une langue étrangère et que vous avez besoin d'instructions précises en une fraction de seconde. Les ordres sont souvent mal traduits, retardés et mal interprétés. Le général australien Mick Ryan est franc dans ses remarques. Lors d'opérations militaires, ce type de trouble de la communication peut et va poser problème. Ces soldats sont en grand danger s'il n'y a pas suffisamment d'officiers de liaison et de traducteurs. Il y a un danger de mort, même les choses les plus simples sont difficiles. Selon les rapports, les Nord-Coréens ont reçu un cours accéléré de russe comprenant une centaine de termes militaires tels que force et feu. Soyons honnêtes, c'est loin d'être suffisant pour des ordres de combat compliqués. Alors que les forces armées ukrainiennes attendent d'exploiter la moindre erreur, elles doivent essayer d'assembler des déclarations vaguement comprises en espérant qu'elles le fassent correctement. Les Ukrainiens sont pleinement conscients de cette opportunité. Cette barrière linguistique a déjà été identifiée auparavant comme un point faible par les services secrets ukrainiens et ils sont habiles à l'exploiter. Chaque malentendu et chaque ordre mal interprété rend les forces nord-coréennes encore plus vulnérables aux contre-attaques. Bien sûr, le fait que ces attaques soient les premières de la vie de la plupart, voire de tous les soldats nord-coréens, n'aide pas. Comment cela est-il possible? Fyodor Tertitski, un chercheur de l'université Kookmin à Séoul, affirme que le gouvernement nord-coréen a hésité par le passé à envoyer des troupes à l'étranger. Il est important de garder ses soldats chez soi, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Le gouvernement de Kim craint que ces soldats, en voyant le monde extérieur, ne développent des convictions erronées. C'est pourquoi la majorité des soldats nord-coréens n'ont jamais pris part à un combat. Ces soldats n'ont jamais rencontré d'adversaires étrangers, et encore moins les féroces soldats ukrainiens qui sont au combat depuis 2 ans. De plus, la Corée du Nord n'a participé à aucun conflit majeur depuis la guerre de Corée qui s'est déroulée au début des années 1950 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Depuis lors, le pays a envoyé quelques rares équipes de conseillers ou équipes spéciales à l'étranger. Il y a eu des instructeurs pour les combattants éthiopiens contre l'Érythrée, des conseillers militaires pour l'Égypte pendant la guerre du Yom Kippour et des pilotes pendant la guerre du Vietnam, mais jamais de forces terrestres significatives. L'armée nord-coréenne est donc plus habituée à faire des démonstrations à des fins de propagande qu'à s'engager dans des combats directs. Mais laissons de côté l'expérience réelle des combats. Les forces nord-coréennes peuvent certainement se débrouiller en Ukraine, non, pas tout à fait. L'armée nord-coréenne est tristement célèbre pour son incapacité à suivre les exigences de la guerre moderne. De nombreux soldats passent moins de temps à se préparer au combat qu'à creuser des tranchées, à cultiver ou à construire. Ils participent à des exercices d'endurance physiquement éprouvants et font étalage de leur force à des fins de propagande, par exemple en pliant des barres métalliques pour la télévision nationale ou en brisant des ampoules à main nue. Même les meilleures divisions de Corée du Nord, bien que mieux entraînées que le soldat typique, restent bien en deçà des normes des forces spéciales occidentales, selon le colonel à la retraite des forces spéciales américaines David Maxwell, car les forces armées du pays manquent
manque de moyens financiers et de technologies modernes. De plus, ces troupes d'élite n'ont pas été formées pour combattre sur un champ de bataille immense et peu sûr comme l'Ukraine, mais plutôt pour empêcher un coup d'État dans leur propre pays. Ensuite, il y a le problème de l'équipement. Bien que la Corée du Nord exhibe ses équipements les plus récents lors de défilés en grande pompe, la plupart d'entre eux sont inaccessibles pour le soldat type. C'est pourquoi la plupart de ces soldats nord-coréens sont arrivés en Russie avec un équipement obsolète. Tellement obsolète que le manque de préparation et l'équipement désuet des Nord-Coréens semblent avoir dérouté les forces armées russes chargées de former ces soldats. Toutefois, ils ne bénéficieront pas nécessairement de l'équipement russe. Ils n'ont jamais entendu parler des armes utilisées dans le conflit en Ukraine. Le paysage est également totalement inhabituel pour les troupes nord-coréennes qui combattent en Russie. La plupart de ces soldats nord-coréens ont été formés dans les montagnes rocheuses et escarpées du pays. Les lignes de front en Ukraine sont toutefois vastes, ouvertes et plates. Au lieu des sommets et des forêts denses connues, ils traversent désormais de vastes plaines et des champs ouverts avec peu de couverture et des problèmes stratégiques totalement nouveaux. Selon les experts militaires, le manque d'expérience sur un terrain plat peut être dangereux. Bang Jong-kwang, un ancien major général de l'armée sud-coréenne, fait remarquer que le fonctionnement des forces nord-coréennes en Russie est déjà limité par les barrières linguistiques et que l'ajout d'un nouveau territoire ne fait qu'aggraver la situation. Bien que le personnel nord-coréen soit équipé d'armes telles que des lance-roquettes et des missiles anti-chars, leur efficacité pourrait être limitée car ils se trouvent totalement en dehors de leur environnement habituel selon le service de renseignement militaire ukrainien GUR. Bien qu'ils disposent d'armes de pointe, ces soldats sont habitués à une guérilla qui fonctionne chez eux et non à des manœuvres en plein champ qui sont essentielles en Ukraine. Ils ne sont toutefois pas seulement mal préparés au terrain, ces troupes sont bien trop jeunes. La plupart d'entre elles sont à peine sorties de l'enfance, sont des adolescents ou ont une vingtaine d'années. Ils n'ont encore jamais quitté les frontières du royaume cloisonné et encore moins assisté au bain de sang d'un véritable conflit. Ils sont vulnérables au chaos d'une bataille qu'ils ne peuvent ni comprendre ni supporter en raison de leur manque d'expérience de la vie et de leur préparation insuffisante au combat. C'est pourquoi les transfuges nord-coréens n'ont été que tristes et inquiets lorsqu'ils ont vu, dans une vidéo publiée par l'Ukraine, ces petites troupes nord-coréennes s'entraîner pour le combat. L'un d'entre eux a simplement déclaré « Cette scène m'a brisé le cœur, mais il y a pire encore. Ces soldats ne sont pas seulement extrêmement jeunes, ils sont aussi dans un état de santé remarquablement mauvais. » Selon des rapports nord-coréens, aucun des soldats du pays n'a jamais participé à un combat et ils souffrent souvent de maladies chroniques qui pourraient les rendre vulnérables sur le champ de bataille. Des chercheurs sud-coréens ont constaté des modèles de santé alarmants chez les transfuges nord-coréens, comme un taux élevé de maladies parasitaires, de tuberculose et d'hépatite B et C chronique. Sur le front, certains problèmes ne disparaissent tout simplement pas. Prenons l'exemple d'un transfuge de 2017 qui a réussi à s'échapper de Corée du Nord. Il a été sauvé par des médecins sud-coréens après avoir été blessé par balle à plusieurs reprises par ses camarades. Un ver intestinal de 27 cm de long et de nombreux autres parasites ont été retrouvés dans son corps. Une alimentation à base de maïs bon marché, loin de la nourriture saine requise pour le combat, était évidente dans le contenu de son estomac. Le pire dans tout ça, il ne s'agissait pas d'un soldat sans importance, il servait en tant que sergent-major dans l'unité d'élite de la garde frontière nord. Imaginez l'apparence d'un soldat typique, si c'est l'état même des meilleurs. Les Nord-Coréens ne se battent donc pas seulement contre un adversaire en Russie. Affaiblis par un gouvernement qui ne se soucie pas de leur santé, ils luttent probablement aussi contre leur propre corps. Pour couronner le tout, ils ont été placés sous un gouvernement qui se soucie probablement encore moins d'eux, si tant est que cela soit imaginable. Selon les rapports, certains soldats nord-coréens en Russie sont donc nourris de viande de chien. De la viande de chien, vous avez bien entendu. Des images filmées montrent des soldats russes portant des boîtes de conserve sur lesquelles est écrit en coréen « viande de chien Nyorongi », comme le rapporte le magazine allemand Bild. En Corée, le terme Nyorongi désigne aujourd'hui une race particulière de chien, un spitz brun de taille moyenne qui est considéré comme un aliment en Corée du Nord. Néanmoins, l'idée de nourrir des troupes avec quelque chose que la plupart des gens trouveraient répugnant, qui plus est dans le cadre de rations militaires, est inacceptable. Attendez toutefois d'en savoir plus sur l'organisation si vous pensez que les Russes ont gâché la nourriture de leurs alliés nord-coréens. Depuis que l'on a appris que des Nord-Coréens combattaient pour la Russie, de nombreuses questions ont été soulevées. Les Nord-Coréens utiliseront-ils à la fois leur structure de commandement et leurs simples troupes? Seront-ils intégrés dans des unités russes ou agiront-ils de manière indépendante? Et surtout, quelles tâches leur seront confiées? Jusqu'à présent, nous avons quelques réponses
à ces questions et elles semblent toutes représenter le pire des cas pour les Coréens. Les Russes semblent avoir choisi d'intégrer des Nord-Coréens dans des troupes russes déjà existantes plutôt que de les déployer en tant que force indépendante. Ce mélange arbitraire a entraîné une certaine confusion à tel point qu'un régiment russe a laissé des Nord-Coréens derrière lui parce qu'ils n'étaient pas conscients de leur identité. Il s'agit d'un exemple classique de mauvaise gestion. La Russie aurait déguisé les soldats nord-coréens pour qu'ils ressemblent à des Russes sibériens, ce qui a aggravé les problèmes de communication et le conflit culturel. Le corps de troupes d'assaut d'élite est actuellement gaspillé dans des bataillons mixtes. Ils sont trop bons pour servir de chair à canon, selon l'expert asiatique Gordon Chang. Mais c'est exactement ce qui se passe. La manière dont ils sont utilisés est déroutante. Ils pourraient être extrêmement meurtriers dans la lutte contre les Ukrainiens s'ils étaient placés dans des unités séparées et autonomes. Or, ce n'est pas le cas. Cela nous amène au problème principal, à savoir l'utilisation terrible des forces nord-coréennes par la Russie. Manifestement catastrophique pour ses troupes. Pour la Russie, ce déploiement est une excellente solution transitoire pour compenser ses pertes dévastatrices sur le champ de bataille. L'armée russe ayant perdu des hommes, les pays du G7 ont déjà déclaré que la tentative désespérée de Poutine de renforcer ses forces armées était évidente dans sa décision de déployer plus de 10 000 soldats nord-coréens. La Russie a perdu un nombre record de 1950 morts le 11 novembre selon l'état-major des forces armées de l'Ukraine. Il s'agit des pertes les plus élevées en une seule journée depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. L'invasion de Koursk par l'Ukraine est l'une des principales causes de ces énormes pertes. Pouvez-vous déterminer où la majorité des troupes nord-coréennes étaient stationnées? Vous avez raison, Koursk. Alors que le Kremlin a déjà déployé plus de 30 000 troupes russes dans la région, les Nord-Coréens ont également reçu l'ordre de soutenir la défense et d'aider à la reconquête des territoires perdus. Leur objectif principal est d'aider la Russie à respecter le délai révisé de Poutine pour la reconquête de ce territoire en février 2025. La véritable horreur de leur mission apparaît clairement lorsque l'on localise les soldats nord-coréens près de la frontière ukrainienne, à des endroits où de violents combats ont eu lieu auparavant. Les troupes nord-coréennes sont essentiellement de la chair à canon, même si elles ont été envoyées pour soutenir les forces russes. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ces soldats ont été formés à des tâches d'infanterie de base, dont le déblaiement de tranchées et l'utilisation de drones d'artillerie. Cependant, en raison de leur manque d'expérience au combat et de l'environnement inhabituel dans lequel ils sont déployés, leurs chances sont faibles. Leur but se limite à attirer les tirs et à servir de tampon pour les soldats russes, plus expérimentés dans les zones les plus dangereuses où le nombre de victimes est le plus élevé. Les experts sont d'accord avec cette dure vérité et soulignent que si les pertes sont un aspect inévitable de tout conflit, il n'y a aucun intérêt stratégique à envoyer des hommes non formés et inexpérimentés sur le front pour acquérir de l'expérience au combat. Le sacrifice de la vie de ces jeunes troupes pour arrêter temporairement les pertes croissantes de la Russie implique qu'elles ne sont que des ressources dont on peut se passer. Et ils périront tous en quelques semaines si le hachoir à viande russe maintient son rythme actuel. Heureusement pour Poutine, il existe toutefois de nombreuses autres sources dans lesquelles ils peuvent puiser. Avec plus d'1,3 million de soldats en service actif et un autre demi-million en réserve, la Corée du Nord dispose d'une armée respectable. Ce chiffre en fait l'une des plus grandes forces armées permanentes du monde. Le plan de mobilisation de masse de Kim, qui implique d'une manière ou d'une autre un tiers des 26 millions de citoyens du pays, renforce cette force armée déjà énorme. Et considérer que tous ces soldats sont prêts à mourir sur ordre, même si la raison pour laquelle ils se battent leur est totalement étrangère. Mais pourquoi? Le profond endoctrinement auquel les troupes nord-coréennes sont soumises dès leur plus jeune âge est la principale raison pour laquelle elles sont prêtes à donner leur vie au service d'un conflit étranger. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux soldats nord-coréens à être absolument loyaux envers Kim Jong-un. Ils sont formés à l'idée que l'acte de patriotisme ultime est de mourir pour leur leader. Dans leur manuel, ils sont même encouragés à prouver leur loyauté en se proposant comme cible pour des attaques d'artillerie fictives. Ils ont un sentiment de loyauté aveugle si fort que se sacrifier pour une cause aussi lointaine que le conflit de la Russie en Ukraine est non seulement admissible, mais considéré comme un honneur. Pour ces hommes, l'engagement en Russie représente plus qu'une simple bataille. Il s'agit d'obtenir une reconnaissance, avec la possibilité d'apporter de l'argent et du prestige au régime. C'est une chance de revenir peut-être en héros. Selon les rapports, les employés nord-coréens reçoivent un salaire mensuel d'environ 2 $ américains. Si l'on considère que la majorité des Nord-Coréens ne gagnent que quelques dollars par mois, c'est une somme énorme pour ces personnes. Bien entendu, leur engagement représente également une source d'argent considérable pour le gouvernement de Kim, qui a un besoin urgent de devises en raison des troubles internes et des sanctions économiques. Pour le Wall Street Journal, d'anciens soldats comme Ryu Song-hyun, qui ont fui la Corée du Nord, ont décrit les circonstances auxquelles nombre de ces troupes ont été confrontées dans leur pays. Il a affirmé que les seules choses auxquelles ils devaient faire face dans leur pays étaient des conditions de vie inférieures à la moyenne et peu de nourriture. C'est pour cette raison que de nombreux soldats trouvent que se battre dans un
pays lointain, même si cela signifie la mort, est une option plus tentante que de vivre dans une pauvreté cruelle et la faim. Quand Ryu pense à la période précédant son évasion, il dit que sa première réaction aurait été « merci » s'il avait été muté en Russie. De la gratitude pour la possibilité d'obtenir une meilleure nourriture et de meilleures conditions de vie que celles auxquelles il s'attendrait en rentrant chez lui. Bien que nous sachions que ces attentes sont irréalistes, les Nord-Coréens ne partagent pas ce point de vue. De plus, leur fidélité inébranlable à la dictature de Kim implique qu'ils seraient envoyés pour mourir. Ils sont donc la parfaite chair à canon de la Russie. Une main-d'œuvre bon marché mais travailleuse pour alimenter la machine de guerre. Le pire, c'est que leur sacrifice n'aura que peu d'impact. Même si 12 000 soldats peuvent en sembler beaucoup, les experts militaires font rapidement remarquer que la bataille n'a pas vraiment d'importance. En fin de compte, la dictature est la seule entité qui profite réellement de la mort de soldats nord-coréens, mais Kim continuera-t-il à approvisionner l'impitoyable hachoir à viande russe? Nous vous posons cette question immédiatement. Kim sera-t-il satisfait de tout l'argent et des armes dont il a désespérément besoin grâce à cette alliance mortelle? Ou finira-t-il par perdre son sang-froid lorsque le coût de la violence sera trop élevé? Publiez vos idées dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous